Merci d'accueillir sur scène le cofondateur de Nestor, Sixte de Vauplane. Bonjour à tous. Déjà, désolé du timing. Parler de restauration à l'heure du déjeuner, c'est assez cruel. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça soit le plus agréable possible pour chacun. Qui est-ce qui connaît Nestor? Ok. Qui a déjà testé Nestor? Ça va pas bien. Ça, c'est pas bien. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Du coup, Nestor, c'est un restaurant virtuel qui permet à chaque employé de bureau de se faire livrer un menu complet, entrée, plat, dessert, qui a été préparé le matin même par nos chefs dans nos cuisines et qu'on va vous livrer en moins de 20 minutes pour 15 € livraison offerte. Aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que le temps de pause est de plus en plus court. Ou du moins, le temps de pause que s'accordent les employés à l'heure du déjeuner est de plus en plus court et a été divisé par 3 en l'espace de 20 ans. On est passé de 1h30 à moins de 30 minutes. Ce qui est en train de se passer, et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on ne prend plus le temps de déjeuner pour simplement savourer nos plats, mais on a envie d'optimiser notre pause déjeuner, et on a envie de déjeuner en répondant en même temps à nos mails, en continuant de travailler, en tweetant, en étant sur Facebook, etc., etc. Donc le principe même et le concept même du déjeuner a totalement évolué, ce qui fait que dans les années 50, 60, 70, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément nouveau, on a eu l'émergence de la restauration rapide. Ce dont on est en train de se rendre compte aujourd'hui, c'est que ce phénomène est tellement fort qu'il impacte la restauration traditionnelle et la nouvelle restauration. Quand on regarde la restauration traditionnelle, type bistrot ou restaurant du quartier à l'heure du déjeuner, en effet, ils ont bien compris ce phénomène-là. Ils vont vous proposer une carte avec un menu du jour qui va changer tous les jours, avec une offre qui va être rapide et qui va s'adapter aux besoins du travailleur. Parce que le travailleur a envie de pouvoir déjeuner simplement, rapidement et en gardant une bonne qualité. Ce qui est un peu plus compliqué, et ce dont on est en train de se rendre compte aujourd'hui, c'est que ce phénomène-là est tellement fort que les restaurants gastronomiques, qui au départ étaient au final assez préservés de ce phénomène-là, ont dû aussi évoluer. Et vous voyez aujourd'hui dans les cartes de restaurants gastronomiques, à l'heure du déjeuner, sur une même carte, du homard et une salade César, du caviar et un tartare. Ça peut paraître bizarre, mais c'est parce qu'ils ont été aussi obligés justement de pouvoir s'adapter à ces besoins-là qu'aujourd'hui, le temps de pause qu'on décide d'accorder à l'heure du déjeuner est de plus en plus court. Cette pause-là est tellement plus courte que l'impact que ça a eu sur la restauration est allé au-delà de la restauration traditionnelle. Elle a impacté ce qu'on va appeler la restauration rapide. Et ça s'est fait en 3 étapes. Il y a eu d'abord, en début des années 2000, l'apparition de ce qu'on appelle les marketplaces. Donc on connaît principalement Allo Resto là-dessus, donc qui vont être des boîtes qui vont mettre en relation des restaurateurs qui ont la capacité de livrer et des clients qui ont envie de pouvoir se faire livrer des repas. C'est une offre qui est extrêmement simple à mettre en place, qui est très scalable et qui a pour objectif justement de pouvoir permettre à chaque restaurateur de répondre à des besoins et de pouvoir contacter des clients qui n'avaient pas forcément l'habitude de contacter. On se rend compte ensuite que tous les restaurants n'ont pas forcément la capacité de livrer, et notamment les bons restaurants qui faisaient beaucoup plus attention à ce qui a été préparé sur place dans leur restaurant, qu'à essayer de toucher une clientèle qui était un peu plus loin. Et c'est pour ça qu'est apparu un deuxième type de modèle, ce qu'on va appeler les plateformes de livraison, qui sont apparues plus récemment, plutôt dans les années 2010-2012. On comprend Deliveroo, Uber Eats, Foodora, anciennement Take It Easy, et qui eux vont avoir une organisation qui ne sera pas bipartite, mais tripartite, en mettant en relation un restaurant, un coursier indépendant et un client qui a envie de pouvoir se faire livrer. Donc vous comprenez que cette offre-là est devenue de plus en plus commune aujourd'hui. Il suffit de regarder les livreurs qui sont en train de livrer des repas et qu'on voit dans la rue. Ce n'est pas un phénomène de mode, c'est une vraie tendance de fond. Et ce modèle-là qui est extrêmement bien câblé pour le soir, pour les particuliers qui ont envie de se faire un kiff, qui ont envie de choisir leur restaurant préféré et de pouvoir se faire livrer rapidement leur plat, est assez bien finalement câblé pour ce marché-là, mais ne répond pas aux besoins et aux attentes du travailleur à l'heure du déjeuner. Parce que justement, comme on est dans un phénomène de nomadité de la nourriture, le travailleur a besoin de 3 choses: de simplicité, de rapidité et d'un rapport qualité-prix qui soit exemplaire. Et c'est pour ça qu'est arrivée une 3e vague de restauration, qui elle est beaucoup plus récente, puisqu'on l'a connue dans les années 2015, et qui va être ce qu'on va appeler les restaurants virtuels, ou les restaurants full stack. Donc qui vont plus non simplement faire la livraison, mais qui vont faire la production et la livraison.
Et le fait de pouvoir justement posséder cette chaîne de valeur de la production jusqu'à la distribution permet d'avoir une offre qui est simple. Donc ça va être un menu unique dans le cas de Nestor qui va changer tous les jours, d'avoir une offre qui va être réactive et rapide, avec une livraison en moins de 20 minutes pour la plupart des acteurs et 13 minutes en moyenne pour Nestor, et d'avoir un rapport qualité-prix qui soit exemplaire, puisque c'est un entrée plat dessert pour 15 €. Et surtout, la grande force de ces modèles-là, c'est qu'ils vont travailler des produits qui vont être frais, qui vont travailler des produits qui sont locaux et des produits qui sont de saison. Et c'est au final, en fait, toute la promesse aujourd'hui de la food delivery, c'est d'axer sur la qualité. Car si le temps de pause a diminué, les exigences de qualité des travailleurs et en particulier des consommateurs existent encore plus qu'aujourd'hui et plus qu'avant. C'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui, ce qu'on appelle la food tech ou la food delivery n'est pas une bulle économique ou n'est pas une opportunité sans lendemain. Il y a des vrais besoins, les besoins sont réels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a plus envie de sacrifier la qualité au profit de l'unique rapidité de service. On a envie de pouvoir allier cette rapidité et cette qualité. Et c'est là la promesse de la food delivery et c'est là l'enjeu en fait de la food delivery. Un point qui est assez important et qu'on nous pose régulièrement, c'est de savoir pourquoi en fait cette révolution dans la restauration a eu lieu maintenant. A priori, il n'y a pas l'air d'avoir une techno incroyable qui se cache derrière. Ça aurait pu arriver il y a 10 ans, il y a 5 ans. Pourquoi maintenant, tout d'un coup, il y a des dizaines de startups qui ont décidé d'attaquer le marché? Pourquoi maintenant tout le monde se fait livrer des choses et on a du mal à comprendre en fait ce phénomène qui parfois nous dépasse tellement il a été rapide dans ce secteur-là. Déjà, en fait, il faut savoir plusieurs choses. C'est qu'en effet, les habitudes ont extrêmement changé en l'espace de 2 ans. Souvenez-vous, il y a encore 2 ans, se faire livrer autre chose que des pizzas, des sushis ou alors du fast-food, ça semblait compliqué ou même absurde. Je me souviens quand on avait lancé Nestor en 2015 et que je parlais autour de moi et que je disais qu'on allait lancer un service de livraison de plats qui sont préparés par des chefs, les gens nous regardaient avec des grands yeux. Pourquoi est-ce qu'ils veulent livrer des plats qui sont bons? Les gens veulent pas de ça. Si les gens veulent des bons plats, ils iront dans un restaurant. Et aujourd'hui, c'est devenu commun en fait de se faire livrer. On va se faire livrer des plats au bureau, on va se faire livrer le goûter, le petit déjeuner, le dîner chez soi. On va se faire livrer un peu tout et n'importe quoi. Et ce phénomène-là, c'est pas un phénomène qui existe que dans la restauration. C'est un phénomène qui existe dans le secteur en fait en règle générale. Il suffit de regarder Amazon et il suffit de regarder les courses de Noël aujourd'hui et le nombre de personnes qui vont faire leurs courses sur Internet. Ce qui se passe dans la restauration, c'est la même chose. C'est que la restauration livrée permet de pouvoir gagner en qualité tout en optimisant son temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la restauration livrée a joué sur deux technologies. Une technologie sur la partie amont et une technologie sur la partie distribution. Ce n'est pas des technos qui sont incroyables encore, mais c'est le fait que ces technos ont été mises à maturité et sont suffisamment matures pour pouvoir être mises sur le marché. Sur la partie distribution, c'est assez simple. Ça tient dans la démocratisation du smartphone. C'est bête, mais la démocratisation du smartphone permet à chaque client de pouvoir se faire livrer ce qu'on veut, où on veut et quand on veut. La chose la plus intéressante, c'est que cette démocratisation du smartphone permet surtout de répondre à un problème de taille qui est la problématique du dernier kilomètre. Aujourd'hui, les coursiers que vous voyez dans la rue sont munis de leur propre smartphone et grâce à la géolocalisation, on est capable de pouvoir optimiser leurs courses en temps réel et donc de faire diminuer le temps de livraison côté client et donc d'avoir des temps de livraison qui sont extrêmement réduits et surtout de diminuer le coût de livraison qui sont les coûts qui étaient les plus compliqués à optimiser à cause de cette problématique du dernier kilomètre. Et ce qui a eu lieu dans les transports de personnes il y a quelques années est en train de se passer dans le transport de marchandises et en particulier dans le transport de repas aujourd'hui. La deuxième chose, c'est sur la partie production. Sur la partie production, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans la cuisine, notamment en termes de cuisson, en termes de matériel utilisé. On parle de pression à froid, on parle de cuisson sous vide, on parle de cuisson mixte. Tout ça, ça a permis quoi? Ça a permis d'avoir des gains en qualité avec des cuissons qui permettent de retrouver les vraies valeurs nutritionnelles et les vraies valeurs gustatives des aliments. Ça permet surtout d'optimiser la production en cuisine et donc d'avoir un gain de productivité. Et surtout, ça va permettre de pouvoir assurer la sécurité du consommateur d'un point de vue hygiène et la sécurité des travailleurs en cuisine. Et ces trois points-là vont avoir une conséquence directe sur le rôle du chef,
qui au départ n'était qu'un exécutant et qui au final va pouvoir utiliser son rôle de créateur, son rôle d'artiste pour pouvoir sans cesse innover dans la manière de concevoir des plats et de trouver de nouvelles recettes et de concevoir la restauration en règle générale. Cette évolution dans la restauration et dans la gastronomie donc, a eu un impact sur nos habitudes qui ont énormément évolué, mais surtout l'impact qui est le plus important a été et va être dans la relation qu'a le restaurateur vis-à-vis de ses consommateurs. Et là-dessus, pareil, il suffit de regarder aujourd'hui l'habitude qu'on prend pour noter tout ce qu'on peut et tous les services qu'on veut noter. On va noter notre chauffeur Uber, on va noter le concert qu'on a regardé, qu'on a acheté sur billetreduc.com, on va noter notre hôtel sur TripAdvisor, on va noter le Airbnb, on va noter... Tout est un sujet de notation et au final, la restauration n'est pas du tout un contre-exemple à la règle, bien au contraire. Souvenez-vous de la dernière fois quand vous êtes allé dans un restaurant. Vous êtes allé sur la fourchette, vous avez regardé la note du resto. Si la note était pas mal, vous avez regardé un peu les commentaires des gens. À ce moment-là, vous vous êtes décidé pour aller dans ce restaurant-là, vous avez goûté, vous avez apprécié ou pas. Et après, vous allez mettre une note sur la fourchette ou TripAdvisor. Et le rapport de force que vous avez par rapport au restaurateur a totalement évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client est capable de faire la pluie et le beau temps sur le restaurant. Un client est capable de fermer un restaurant par une note qui peut être désastreuse pour un restaurant, ou est capable justement de pouvoir faire propulser un restaurant sur le devant de la scène. Et ça n'existait pas avant. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que même les restaurants étoilés qui pourraient paraître préservés, parce qu'on parle justement des guides Michelin, avec les étoiles, avec les macarons, sont aussi soumis en fait à cette notation de client. Et les chefs, les restaurateurs vont regarder ces notations clients. Qu'est-ce que ça a eu comme impact et qu'est-ce que ça va avoir comme impact? C'est tout simplement que les restaurateurs vont de plus en plus se soucier du client et que le chef qui au départ était assez souvent en cuisine va être propulsé en avant des clients. Et il va y avoir une vraie relation client qui va être mise en place. On parle notamment des restaurants étoilés où le chef étoilé va sortir de sa cuisine pour discuter avec le client, savoir comment ça s'est passé, qui sont souvent des clients fidèles, des clients habitués. Essayer de comprendre ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui pourrait évoluer, quel nouveau plat pourrait être mis sur la carte. C'est assez simple en fait à mettre en place, mais le fait que cette notation a créé un rapport de force si fort a poussé en fait tous les restaurateurs à se réintéresser au fait aux clients et du coup à permettre une vraie valeur ajoutée côté client. La chose importante là-dessus, c'est que ce rapport de force il est inégal. C'est pas équitable aujourd'hui de noter un restaurateur qui au final est à la merci de la notation des clients. Et ce dont on se rend compte de plus en plus dans tous les systèmes de notation, c'est que le client note, mais la personne qui est notée peut noter le client en retour. C'est l'exemple d'Uber. Vous pouvez noter le chauffeur Uber. Si vous avez été insupportable avec le chauffeur peut vous noter et vous blacklister. Et de plus en plus, les restaurateurs travaillent avec ces mêmes systèmes de notation comme TripAdvisor, comme La Fourchette, pour non plus avoir un système qui soit unilatéral, où ça va être simplement le client qui va noter le restaurant, mais bilatéral, où le client va noter le restaurant, mais le restaurateur peut noter aussi le client, afin d'avoir un rapport qui soit sain, où le client puisse donner justement des arguments et des changements qui soient efficaces et qui soient intéressants pour le restaurateur. Ça, c'est assez simple en fait à comprendre quand on est dans un restaurant qui est proche de sa clientèle, dans un restaurant physique. Ce qui est assez compliqué, c'est justement quand on parle de tous ces nouveaux modèles de restauration, de restaurants virtuels, de plateformes de livraison. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour discuter et avoir cette même relation avec le client? Je ne vais pas dire demain à mon chef de quitter sa cuisine, de prendre son vélo et d'aller voir tous les clients un par un pour essayer de discuter avec eux. Ce n'est pas faisable. Donc le vrai défi aujourd'hui dans les restaurants virtuels va être de pouvoir scaler ce rapport au client et de créer une véritable relation auprès du client pour qu'il puisse participer à ce projet-là. Et la force aujourd'hui des restaurants virtuels, et ce que nous on met en place chez Nestor, c'est le fait que le client est au cœur du service et au cœur du projet. Donc bien sûr, comme les restaurants traditionnels, il va pouvoir nous noter sur Google, sur Facebook, sur TripAdvisor, etc., etc. Donc on va regarder avec attention et qui va nous permettre de savoir si le service plaît, si le service ne plaît pas, ce qu'il faut changer et ce qu'il faut absolument garder. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que comme tout est virtualisé, on est capable d'avoir des données extrêmement précises sur ce qu'a goûté le client. Il va noter l'entrée,
il va noter le plat, il va noter le dessert qu'il a goûté, il va faire des commentaires écrits sur ce qu'il a goûté. Et en fait, avec les données et avec le volume, lorsqu'on va recevoir plusieurs milliers de notations sur un plat, sur une entrée ou sur un dessert, on sera capable d'avoir des données extrêmement quantitatives, extrêmement qualitatives sur ce qu'il faut changer. Et on sera capable, au final, de pouvoir faire évoluer une recette beaucoup plus rapidement que si on était allé voir un ou deux clients qui nous avaient fait les retours sur « oui, j'aurais aimé la cuisson comme ci » ou « j'aurais préféré avoir tel ou tel légume en plus ». Donc ces données-là qui sont données en fait, à un volume qui est monstrueux va permettre à tous les restaurants virtuels de pouvoir placer le client au cœur du service qui lui-même va proposer le produit qu'il va apprécier. C'est le client qui va donner aujourd'hui ses idées de plats, ses idées d'entrée et ses idées de dessert qu'il voudra avoir sur la carte. C'est le client qui va nous dire comment la recette doit être évoluée. Et au final, les plats qui sont à la carte des restaurants virtuels, c'est plus simplement des cartes qui ont été créées en interne par des chefs ou par des brigades. C'est des cartes qui ont été créées par les clients en eux-mêmes. Et c'est là la force aujourd'hui des restaurants virtuels, c'est qu'ils sont capables de s'adapter extrêmement rapidement aux besoins et aux attentes des clients. Par rapport à tout ça, en fait, le point le plus important peut-être de ça, c'est le changement d'image qu'a eu le chef ces dernières années, notamment grâce à ces changements d'habitude et à cette transformation profonde de la restauration. On est passé en quelques années de l'image du chef gueulard qui était dans sa cuisine, qui n'était pas forcément très agréable avec sa brigade, pas forcément très proche de ses clients, à aujourd'hui l'image d'un chef qui est une star médiatique. On va parler de Conticini qui va faire des lives Facebook qui vont être visibles à plusieurs centaines de milliers ou quelques millions de vues toutes les semaines. On va parler de Cyril Lignac qui va être dans les émissions télé style Top Chef ou Le Meilleur Pâtissier. Donc le chef a été propulsé en dehors de sa cuisine, sur le devant de la scène, pour faire deux choses. Pour se rapprocher du client, donc proposer des innovations et des plats qui plaisent au client, et ensuite partager son savoir-faire, partager sa passion et transmettre justement ses compétences. Et c'est là le rôle du chef. Le rôle du chef n'est plus le rôle d'un simple exécutant, mais c'est le rôle d'un artiste. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans la restauration du point de vue du chef est un peu similaire à ce qu'ont vécu les artistes, notamment les artistes peintres, au moment de la Renaissance. C'est-à-dire que ça paraît bête, mais le chef aujourd'hui garde une totale liberté dans sa manière de créer des plats, est capable de se rapprocher au plus proche des clients via les réseaux sociaux et via justement ce que proposent les restaurants virtuels ou les nouveaux modèles de restauration. Parce qu'aujourd'hui, les nouveaux modèles de restauration, comme les restaurants virtuels, sont capables de pouvoir scaler cet art du chef. C'est-à-dire que le chef qui avant ne parlait qu'à une dizaine, une cinquantaine ou une centaine de personnes par soir, demain sera capable de pouvoir parler à plusieurs milliers de personnes et de pouvoir proposer un plat qui avant était réservé à une élite et le proposer à un plus grand nombre. Et au final, c'est peut-être ça ce qu'on attend de la food delivery, c'est de pouvoir gagner en qualité et d'apporter la haute cuisine, la grande gastronomie au plus grand nombre. On a la chance aujourd'hui en France d'avoir cette culture du chef, d'avoir cette culture des grands restaurants, cette culture de la gastronomie. Et je pense que toutes les startups de la food tech en France ont une grande carte à jouer. En axant justement leur service avec le chef, en jouant avec le rôle du chef, avec l'image que peut apporter le chef, et avec les compétences et les compétences que peut apporter le chef, pour pouvoir toujours dans cette optique de scaler cet art et d'apporter au plus grand nombre la haute cuisine et la grande gastronomie. Merci. Alors, donc je lis les questions. Les services de livraison vont-ils tuer les restaurants? Je ne pense pas que les services de livraison vont tuer les restaurants. C'est deux manières de consommer qui vont être très différentes. Aujourd'hui, un consommateur qui va commander Nestor ne va pas forcément hésiter entre un restaurant de quartier et Nestor. Il va souvent hésiter entre une offre de restauration rapide, très rapide, et Nestor. Ce que n'apporte pas le service de livraison par rapport au restaurant, ça va être la convivialité, ça va être la chaleur de la salle, de l'ambiance, et là-dessus, on ne pourra pas forcément l'enlever. Donc ça va être des moyens de consommation qui vont être différents, où les services de livraison, on va être capable de pouvoir s'adresser à une clientèle qui, il y a encore quelques années, était un peu obligée de pouvoir utiliser des services qui étaient rapides, mais pas forcément de qualité, et sont capables aujourd'hui de pouvoir utiliser des services qui soient à la fois
fois rapide et de qualité. Donc je ne pense pas que les services de livraison vont tuer les restaurants. Au contraire, ils sont complémentaires. On le voit même dans les plateformes de livraison. Les plateformes de livraison, aujourd'hui, sont capables de pouvoir aider les restaurateurs en leur permettant de s'adresser à une clientèle qui va être beaucoup plus large qu'avant. Je crois que c'est fini. Sauf si vous avez d'autres questions. Mais normalement, je pense que c'est bon. Et merci à tous.